Avant ce show, on parlait possiblement de l'un des plus gros Raw de l'histoire, et après avoir vu ce show, on peut dire que ce n'est absolument pas le cas. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 6 janvier 2025. Et comme d'habitude, je vous demande de mettre un maximum de pouces vers le haut et de vous abonner. Et c'est bien évidemment Triple H qui va ouvrir le premier Raw sur Netflix de l'histoire. Triple H va nous souhaiter la bienvenue du côté de Monday Night Raw pour une soirée historique. Triple H va s'en aller et c'est finalement The Rock, Dwayne Johnson qui va faire son arrivée sur le ring. The Rock qui va finalement pas dire grand chose, il dit simplement qu'il va regarder de très près le match entre Roman Reigns et Solo Sikoa qui arrive dans la foulée et que pour lui le véritable chef de tribu c'est bien Roman Reigns. Alors il est vrai qu'il n'y a rien à retenir de cette promo de The Rock, c'est quand même assez fou de se dire ça alors que tu as quand même The Rock présent lors de la première de Raw sur Netflix et tu n'en retiens rien. Il n'y a absolument rien à retenir de cette promo et en plus quand on sait ce qu'il va se passer un peu plus tard dans la soirée, eh bien c'est un peu tristounet j'ai envie de dire parce que The Rock va faire quelque chose qui m'a énormément agacé parce qu'il n'y a vraiment que ça à retenir. Il va parler de Cody Rhodes qui est d'ailleurs au premier rang et tu sens que là on a un The Rock babyface, on a un The Rock gentil, alors que la dernière fois qu'on a vu The Rock, eh bien il était vraiment un heel, il était vraiment le grand méchant de l'histoire, le final boss. Eh bien on a l'impression que tout ça c'est oublié, on a l'impression que tout ça c'est derrière lui et que même sa rivalité avec Cody Rhodes n'existe même plus. On a un Cody Rhodes et un The Rock qui vont se faire un gros câlin comme si de rien n'était et puis un peu plus tard, lors d'un live, The Rock et Cody Rhodes vont même partager un verre d'alcool tranquillement comme si de rien n'était alors qu'il y a quelques mois, il y a même pas un an, les deux s'en mettaient plein la tête, The Rock faisait saigner Cody Rhodes, insulter la mère de Cody Rhodes et là, tout va bien. Alors qu'il n'y a pas eu de réconciliation ou quoi que ce soit, je trouve ça complètement fou. De 1, la promo de The Rock est inutile, ne sert à rien, et en plus de cela, elle m'énerve plus qu'autre chose, parce qu'en termes de cohérence, parce qu'en termes de storytelling, il y a un truc qui ne va pas. On peut me raconter ce qu'on veut, ce qu'il se passe entre Cody et The Rock lors de ce Raw, c'est pas normal, et ça me gêne énormément. Gros point noir pour ce début de show. On enchaîne avec Roman Reigns face à Solo Sikoa dans un match Tribal Combat, un combat qui va durer 20 minutes et je vais noter ce combat. Et oui, parce qu'on est sur Netflix et si vous avez bien utilisé un VPN, ce que j'espère pour vous, eh bien il n'y avait pas de pub si vous n'étiez pas aux États-Unis et ça c'était plutôt très cool. Donc je note ce match comme si c'était un match de PLE et de mon côté on sera sur un 3,5 sur 5. En fait, c'est un match classique de la Bloodline, c'est-à-dire que pendant les 3/4 du match, je m'ennuie un peu, c'est pas catastrophique, il n'y a rien d'immonde techniquement, en même temps, il n'y a pas énormément de choses assez techniques et assez exceptionnelles tentées lors de ce combat pour que tu te loupes réellement, mais en tout cas, tu passes pas un très bon moment. En tout cas, de mon côté, moi qui suis lassé de cette histoire, etc., c'est pas un match qui me passionne énormément. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis plus intéressé par le décor, par le ring noir, par les logos donc que l'on voit sur le ring, par ce type de changement-là, par les arbitres qui ont de nouvelles tenues, par les magnifiques chaussures de Roman Reigns, que par le match en lui-même. Je vous avoue que tous ces éléments extérieurs m'intéressent beaucoup plus que le match. Parce qu'on va y retrouver tous les artifices que l'on connaît d'un match sans disqualification, des chaises, des tables, évidemment des kendo-sticks, bref, rien d'innovant, rien de bien intéressant. Il y a une chose que j'ai plutôt bien aimé dans cette première partie de match, c'est le trash talk de Solo Sikoa. Il va beaucoup parler à Roman Reigns et j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, évidemment, la deuxième partie du match est cool parce qu'on a des interventions dans tous les sens, des deux Bloodlines. On va avoir du Tama Tonga, on va avoir du Jacob Fatu et on va avoir du Sami Zayn, du Jimmy Uso et surtout on va avoir une grosse surprise avec un Kevin Owens qui va même s'en prendre à Roman Reigns. Lui qui a énormément de haine envers Roman Reigns a décidé de s'en prendre à lui maintenant et c'est Cody Rhodes qui va venir en aide à Roman Reigns. Il s'en prend surtout à Kevin Owens, c'est surtout ça qu'on retiendra. Cody Rhodes qui veut surtout poser ses mains sur Kevin Owens, donc tout ça fait plutôt sens. Un Roman Reigns qui va profiter de ce chaos général pour porter 2 spears et remporter ce combat. Il redevient donc le chef de tribu incontesté, le seul et unique chef de tribu, et c'est The Rock lui-même qui va lui remettre le Hula Fala, et c'est un segment
que j'ai trouvé très bizarre encore une fois. Parce qu'à plusieurs moments, tu te dis que The Rock va se retourner contre Roman Reigns, sinon ce segment n'a pas grand intérêt, sinon ce segment ne sert pas à grand chose, à part encore une fois nous montrer The Rock. Eh bien c'est le cas. On va juste simplement voir The Rock remettre ce collier à Roman Reigns et c'est à peu près tout. Alors j'ai pas envie de partir dans des hypothèses ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'aller trop loin dans cette histoire parce qu'on me dit encore non mais il faut attendre, non mais il faut attendre, chose qu'on me dit tout le temps avec la Bloodline, on n'en peut plus, il faut attendre toujours 8 mois pour pouvoir donner son avis, donc je n'en dirai pas plus, le match était correct mais sans plus, et le segment d'après-match très anodin pour moi. John Cena fait son arrivée sur le ring pour commencer sa tournée d'adieu. Il nous dit que cette année, il y a énormément de rumeurs et de noms qui sont balancés comme étant des adversaires possibles pour WrestleMania. On parle de Drew McIntyre, CM Punk, Logan Paul, Gunther ou encore Cody Rhodes. Beaucoup de gens se demandent quand il va briser le record pour devenir 17 fois champion du monde. Mais Cena va être honnête avec nous. Il ne voit pas ce record arriver. Il ne le voit pas arriver en raison de sa série. Il ne parle pas du règne intercontinental de Gunther ou bien de la série de l'Undertaker. Cela fait plus de 1000 jours qu'il n'a plus gagné un match à la WWE. Son temps est passé. C'est maintenant celui des autres. Alors lui, de son côté, va s'amuser et ce sera une belle année, mais au sujet des 17 fois champion du monde, ça n'arrivera jamais. Mais en entendant la réaction du public, il dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Il faudrait un miracle. Il a plus de chances de remporter un Oscar que de briser cette série. Il ne peut pas simplement passer devant tout le monde pour briser cette série. Il faut remporter le Royal Rumble pour le faire, et Cena commence déjà à réfléchir. Il a une idée folle. Peut-être qu'il peut gagner le Royal Rumble. C'est un billet de loterie, mais il faut jouer pour essayer de gagner. Il devrait être dans le Rumble match. C'est son dernier Royal Rumble. Il n'y a aucune autre fois. La meilleure façon de dire merci est de remporter le Royal Rumble et de faire l'histoire à WrestleMania. On dirait que c'est impossible, mais si on le connaît bien, rien n'est impossible pour lui. La seule fois qu'on dit jamais, c'est quand on abandonne jamais. Il ne va pas simplement au Royal Rumble, il va remporter le Royal Rumble. Eh bien, messieurs, dames, c'est comme cela qu'on te donne une hype pour un Royal Rumble. C'est comme cela qu'on te donne une hype pour une année complète. John Cena est incroyable et je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui, bien sûr, mais quelle promo du GOAT, quelle promo de John Cena. C'est exactement le type de promo que j'attendais. Avec un John Cena qui montre qu'il n'a pas confiance en lui et c'est normal. Il n'a pas gagné un match depuis des années. Alors, se voir champion du monde, ça paraît trop grand, ça paraît trop gros pour lui. Et puis au fur et à mesure que le public l'embarque, que le public chante pour lui, John Cena va retrouver sa confiance et se dit « Mais attends, pourquoi pas ? Et si je redevenais champion du monde ? Et si je gagnais ce Royal Rumble ?» C'est une promo fantastique, c'est une promo qui lance parfaitement son année 2025, une année 2025 où il sera présent quasiment chaque semaine du côté de Raw lors des PLE, bref, une dernière année pour John Cena à la WWE qui se lance de manière incroyable. Intéressant de noter les noms qu'il a cités comme possible adversaire à WrestleMania, c'est clairement un sondage de la part de la WWE qui a vu toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux et là il teste un peu l'audience. John Cena face à Cody Rhodes, John Cena face à Logan Paul, John Cena face à Gunther. Bref, on écoute un peu les réactions et on va voir ce que ça peut donner. C'était vraiment génial et j'ai déjà hâte de voir la suite pour John Cena. Liv Morgan défend son titre de championne du monde féminine face à Rhea Ripley, un combat qui va durer 12 minutes. Ma note pour ce combat est là aussi de 3,5 sur 5 et je vais un peu répéter ce que j'ai pu dire par exemple sur le match Roman Reigns Solo Sikoa, c'est-à-dire que je trouve pas que c'est un mauvais match, je trouve pas que c'est un match excellent et c'est pour ça qu'on est à 3,5. J'avais pas d'attente énorme aussi sur ce combat, un peu comme lors du premier match, mais je trouve que les deux ont fait le boulot. Alors c'est simplement 12 minutes de match et surtout la fin est très expéditive. C'est aussi pour ça que je mets 3,5 alors que j'ai pas passé un mauvais moment, c'est que sur les dernières secondes je me suis dit ah ouais, ok, c'est terminé, ça se termine là-dessus, de manière très brute, il n'y a pas réellement de construction de finish, je trouve, ou en tout cas, cette construction est vraiment très faible. J'avais parlé d'une possible vraie alchimie entre les deux sur le ring et on la retrouve quand même, sans que ce soit fantastique, je trouve qu'on voit quand même quelque chose entre les deux. Le petit gabarit de Liv Morgan avec la puissance, la force de Rhea Ripley, ça fonctionne à plusieurs reprises, dès le début du match où Ripley va contrer un Hurricanrana porté par Liv Morgan qui va réussir d'ailleurs quelques minutes après à porter ce Hurricanrana. Bref, on a 2-3 petites prises comme ça qui sont portées avec une Rhea Ripley qui peut soulever Liv Morgan comme si de rien n'était et c'est plutôt très plaisant.
Alors à l'extérieur du ring, on va avoir pas mal d'interventions de la part de Dominic Mysterio et de Raquel Rodriguez, et c'est pas trop dérangeant non plus, hein. Ce n'est pas à chaque seconde du match, c'est à des moments précis et ça m'a pas totalement dérangé. Les deux vont réussir à porter leur finish, des finishes qui ne vont pas passer dans un premier temps, le Riptide de Ripley et puis l'Oblivion de Liv Morgan qui va même être porté sur une chaise mais qui ne passe pas, hein, simplement 2,99. On met en avant deux superstars qui sont capables de survivre au finish de leur adversaire et surtout on met en avant des superstars qui ne sont pas faibles. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous vendre jusqu'au dernier moment, comme je l'ai dit. Et elle va porter deux Riptide d'affilée sur Liv Morgan et remporter ce combat. C'est assez clean, c'est assez propre, c'est assez rapide. Rhea Ripley redevient championne du monde. Alors c'est ce que j'avais pronostiqué, hein, c'est ce que j'imaginais, mais c'est vrai que cette fin est très brute. Alors pour le coup, l'après-match, je l'avais pas du tout vu venir, hein. On a Undertaker qui va venir, mais pas en mode Undertaker classique. Et oui, cela fait un moment que Undertaker, lorsqu'il se présente, il n'est plus en mode Undertaker mort-vivant, mais dans sa gimmick American Badass. Et je trouve ça plutôt bien à son âge aussi de reprendre cette gimmick-là qui lui convient beaucoup mieux, hein. On sait que ça le représente totalement. Par contre, le segment est tellement random. C'était simplement pour faire venir une grosse légende, une grosse superstar comme Undertaker, parce qu'il va faire un tour de moto, lever le bras de Rhea Ripley, et c'est à peu près tout. Alors j'imagine que c'est un excellent moment pour Ripley, j'imagine qu'elle devait être heureuse, mais alors pour nous en tant que spectateurs, j'ai rien compris. Est-ce que ça fait sens? Pas du tout. Est-ce que c'est un moment qui va me marquer? Pas du tout. Bref, on voulait simplement ramener une légende de plus lors de ce show historique. Jey Uso fait face à Drew McIntyre dans un combat de 11 minutes. Ma note pour ce combat est de 2,5 sur 5. Et là, on peut le dire directement, le meilleur moment du match, eh bien, c'est l'avant-match. C'est l'entrée de Jey Uso qui est exceptionnelle. Un Jey Uso qui va faire son entrée avec le rappeur, le chanteur Travis Scott, qui est tranquillement en train de fumer. Et oui, on est bien sur Netflix avec Raw et on n'est plus à la télévision, hein, c'est plus la même chose. Alors j'imagine que Travis Scott s'est quand même fait engueuler, hein, parce qu'on a vu et surtout entendu tout au long de la soirée des mots qui peuvent être dits sur Netflix et d'autres qui ne peuvent pas. Donc j'imagine que fumer comme ça de cette manière-là, je suis pas sûr qu'il avait totalement l'autorisation, mais ça rend quand même l'entrée assez unique et assez spéciale. On a des gros plans au drone en termes de réalisation et de production. Je n'ai rien à dire, hein, concernant cette première de Raw sur Netflix, c'est assez phénoménal. On était déjà sur de la très bonne production depuis des mois à la WWE, mais là on a vu quand même un saut qualitatif très impressionnant qui donne très envie de voir le produit. Mais bon, comme je le disais, eh bien c'est la seule chose à retenir de ce combat finalement, c'est l'entrée de Jey Uso, parce que le match est très quelconque et très anodin, et encore dire très anodin, ça voudrait dire que le match est correct. En vrai, il est même pas correct. En vrai, il est même pas bon. On a un simple enchaînement de prises où il ne se passe pas grand chose. On a un Jey Uso qui d'ailleurs va directement se jeter sur Drew McIntyre avant le début du match, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool, hein. Ça fait totalement sens avec l'histoire qu'il y a entre les deux, mais sinon il n'y a rien à retenir. On enchaîne des prises, il n'y a rien entre toutes ces prises, il n'y a pas de construction réelle, un public qui d'ailleurs n'est pas hyper investi, hein. Un public qui ne va pas chanter tout au long du match, un public qui ne met pas une ambiance dingue pendant 10 minutes. Non, c'est absolument pas le cas. Et puis j'ai rien à dire d'autre de plus. On va avoir une surprise de la part de Jey Uso qui va surprendre donc Drew McIntyre avec un roll-up. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Victoire de Jey. Ouais, vraie surprise. J'avais imaginé une victoire de Drew McIntyre qui allait enchaîner les victoires contre ceux qui ont fait équipe avec CM Punk. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dès qu'il affronte Jey, il perd. Alors oui, c'est une surprise, hein, pour ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de surprise, c'est une vraie surprise pour le coup, mais est-ce que c'est une surprise qui me plaît? J'en suis pas encore sûr. Je peux pas dire aujourd'hui que c'est catastrophique ou quoi que ce soit, on va attendre dans les prochaines semaines, mais on sait que McIntyre pourrait clairement arriver du côté de SmackDown, Jey pourrait continuer du côté de Raw, et donc on n'aurait pas forcément de suite entre les deux, ou en tout cas ce serait une manière de dire, ok, victoire de Jey, ça lui permet d'enchaîner des choses du côté de Raw, défaite de McIntyre, on s'en fiche parce qu'il va passer à autre chose. Bref, on verra bien où ça nous mène. Hulk Hogan est présent pour nous faire la pub de sa nouvelle marque de bière, et là, moment exceptionnel, il va se faire huer pendant 3-4 minutes, c'est
incroyable. C'est peut-être l'un des meilleurs moments du show et j'abuse à peine. Alors moi, je n'aime pas forcément Hulk Hogan et peu importe ce qu'il a fait à la WWE, peu importe qui il est dans l'histoire de cette compagnie et ce qu'il a fait pour le catch, en tout cas, je n'aime pas cette personne et ça ne me changera pas. Le voir huer de cette manière-là, c'est assez fou, hein. C'était plutôt drôle parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens dire dans l'après-midi, je ne comprends pas pourquoi en France on n'aime pas Hulk Hogan alors qu'aux États-Unis il est adoré. Ouais. Bah, il n'est pas si adoré que ça. En tout cas, il fait vraiment polémique. En tout cas, il fait vraiment débat. Et ça s'est vu, hein, lors de ce Raw. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Parce que tu sens que Hulk Hogan, il est obligé de réduire sa promo. En même temps, désolé, mais on est à Raw sur Netflix. On a une pub de Hulk Hogan pour sa marque de bière. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est vraiment pas bon. Et d'ailleurs, même avant qu'il parle de cette boisson, il y a pas mal de huées venant des gradins. Bref, c'était un super moment pour moi. Et dans le main event, Seth Rollins fait face à CM Punk dans un combat de 19 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,5 sur 5. J'étais très exigeant avec ce combat. J'avais même dit en preview de ce match que si ce match n'était pas un 4,5 minimum, je serais déçu. Eh bien, ils ne m'ont pas déçu. Alors déjà, j'ai adoré la tenue de Seth Rollins, hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Même la tenue et l'entrée de CM Punk étaient géniales. Ambiance fantastique lors des entrées et ambiance fantastique lors de ce match. Le public est ultra partagé. On va certes avoir des chants pour CM Punk, mais on va avoir énormément de chants pour Seth Rollins et c'est tant mieux parce que dans cette histoire, et j'ai l'impression que beaucoup l'ont oublié, il n'y a pas de heel. En tout cas, Seth Rollins, je ne le vois absolument pas comme un heel, hein. Il n'a rien fait de heel dans cette rivalité. Il est simplement un homme qui protège sa compagnie et ça fait totalement sens avec le personnage qu'il est depuis des années et des années. Donc on avait un match babyface contre babyface et le public ne va pas choisir, le public va être pour les deux et ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Pour Seth Rollins d'ailleurs, d'avoir la même cote de popularité qu'un CM Punk, c'est une très bonne chose. Et c'est un match qui techniquement ne m'impressionne pas parce qu'il n'y a pas d'enchaînement dingue, il n'y a pas de moment où je me dis waouh, ce qu'ils ont fait techniquement c'est d'une précision dingue, c'est exceptionnel. Non, techniquement c'est propre, c'est très bien ce qu'ils font, mais ce n'est pas dans ce domaine-là qu'ils m'ont impressionné, c'est dans l'intensité, c'est dans la haine qu'ils ont l'un envers l'autre. Et d'ailleurs, dès le début du match, on s'en met plein la tête. Dès le début du match, on enchaîne des gros chops, des gros atémis sur le torse de son adversaire, et des claques, et des claques, et des claques. Et j'ai adoré ça. Parce que Michael Cole va directement le dire lorsqu'il commente ce combat, ça va pas être beau à voir. Ça va simplement être deux hommes qui sont dans une grosse rivalité, qui se détestent et qui vont se frapper fort. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Et particulièrement du côté de Seth Rollins. La haine qu'a Seth Rollins envers CM Punk, je l'ai totalement ressenti lors de ce match. Et c'est ce que je voulais. Le combat technique entre les deux, on pourra l'avoir dans plusieurs mois ou même des années, j'en sais rien. Mais le combat rempli de haine, le combat où je veux simplement détruire mon adversaire, c'était celui-ci et je l'ai eu et je pense que c'était la bonne formule à adopter. Les deux ne vont absolument pas retenir leur coup. À plusieurs moments, on a des coups de genoux qui sont portés et on ne retient pas ces coups. Les coups de genoux montrés au ralenti sont impressionnants. L'impact est très fort parce qu'on va avoir plusieurs GTS portés lors de ce combat. Des GTS portés par CM Punk, mais des GTS aussi portés par Seth Rollins qui le portent très bien, mais d'ailleurs presque trop bien. L'impact sur le visage de CM Punk est incroyable. Bref, de l'autre côté, CM Punk va lui aussi porter un stomp un peu moins beau, un peu moins réussi, pour le coup, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on essaye de voler les prises de son adversaire, on essaye de faire mal à son adversaire. Il y a un seul point qui me dérange dans le match, encore une fois, c'est la blessure au genou de Seth Rollins. Je pensais qu'on en avait fini avec cela, mais non, on continue à vendre cette blessure au genou de la part de Rollins, ce qui est un peu bête, parce qu'il fait tout pour se blesser au genou. Il porte des pedigrees sur la table des commentateurs, évidemment que tu vas avoir mal au genou, pedigree sur le ring aussi, mal au genou. Bref, j'aimerais qu'on passe un peu à autre chose avec cette blessure au genou et qu'on ait d'autres choses vendues de la part de Seth Rollins ou alors qu'ils ne vendent plus du tout de blessures ou quoi que ce soit. Ça, j'avoue que je me suis un peu lassé à ce niveau-là. Et puis la fin de match est assez géniale, on a un enchaînement d'énormes claques dans le visage et ensuite un CM Punk qui va porter un premier GTS, un Seth Rollins qui ne va pas tomber, qui va tituber, qui va tanguer, qui va rebondir sur les cordes et revenir sur les épaules de CM Punk, qui va porter un nouveau GTS. 1, 2,
et 3, victoire de CM Punk. C'est ce que j'avais imaginé aussi. Alors, un CM Punk qui a directement dit en conférence de presse qu'il allait être dans le Royal Rumble. Moi, j'avais plutôt imaginé un CM Punk face à Gunther au Royal Rumble, parce que là, il est plutôt légitime. Il a gagné sa feud face à McIntyre, il gagne son gros combat face à Seth Rollins. C'est un challenger totalement crédible, mais les plans sont tout autres et il sera dans le Royal Rumble comme John Cena. En tout cas, je peux dire que ce match ne m'a absolument pas déçu. J'avais de fortes attentes sur ce combat et ils ont totalement répondu présent. Bravo messieurs. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté, je vais paraître peut-être sévère, mais je vais aller sur un 6/10. Alors oui, la promo de John Cena était excellente, elle m'a énormément plu. Oui, le main event était fantastique, un match que j'ai adoré. Mais je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé entre tout ça, entre la promo de Hulk Hogan, qui était certes un bon moment parce que c'était marrant, mais voir 3 minutes de Hulk Hogan dans un show WWE en 2025, je n'en veux pas. La promo de The Rock, qui était totalement inutile, on n'en a rien ressorti. Et puis surtout, moi je suis désolé, mais tout ce qui s'est passé entre Cody et The Rock, ça me reste en travers de la gorge et je ne peux pas oublier, et ça fait vraiment baisser la note de ce show, je ne peux pas oublier la grosse rivalité qu'il y a eu entre les deux, et là de les voir se faire un câlin, de les voir boire un verre ensemble, ça me fait vraiment très chier. Désolé du terme, mais ouais, ça me fait chier. Roman Reigns contre Solo, j'avais pas d'attente particulière, donc je ne suis pas déçu ou quoi que ce soit. Morgan contre Ripley, c'est un peu la même chose. Et sinon, globalement, la production a été très bonne. C'était un premier test, c'était le premier Raw sur Netflix. Personnellement, j'ai regardé ce show en direct avec un VPN, et donc je n'avais pas de pub, parce que le VPN était placé au Royaume-Uni, et donc pas de pub, et c'est plutôt très cool à voir. Je vous avoue que les prochains shows, je ne les regarderai pas en direct, mais c'était une expérience à vivre en direct, je pense. Pour conclure, je ne peux pas dire que c'était une totale réussite. Clairement pas, on parlait du plus gros Raw de tous les temps, ça ne l'est pas, mais je pense que la semaine prochaine, eh bien, on aura un retour à la normale. Là, c'était un Raw spécial, on a fait venir des légendes, on sait qu'on aura plein de nouveaux téléspectateurs lors de ce show, première de Raw sur Netflix. Du coup, on nous montre des gens qu'on connaît, du The Rock, du John Cena, du Hulk Hogan, du Undertaker. Toutes ces superstars-là ne seront pas présents chaque semaine et ne prendront pas du temps d'antenne les prochaines semaines, ce qui nous permettra d'avoir un show plus normal, avec notamment un Ludwig Kaiser Sheamus la semaine prochaine, un Damien Priest face à Finn Balor dans un Street Fight match, ou encore la finale pour le tournoi intercontinental féminin, Dakota Kai face à Lyra Valkyria. Le programme est vraiment très bon et certes, on n'aura pas le même star power, mais la qualité sera sûrement bien meilleure. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, à me donner votre avis sur ce show en commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si cette vidéo va sortir à l'heure ou non, vu que j'ai regardé ce show en direct. Bref, je l'espère. En tout cas, on se retrouve demain pour mon récap de NXT, où on aura The Rock. Et oui, il a annoncé sa présence. Salut, salut.